J'ai eu à étudier un peu la maturité des organisations et les différents travaux concernant cette maturité-là dans les trois dernières années. Alors évidemment, je n'ai pas fait une étude exhaustive, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu les quelques conclusions auxquelles je suis arrivé et grâce aussi à l'expérience qu'on a à l'idée de tout ce qu'on propose à l'idée, étant donné qu'on a un rôle d'accompagnement des entreprises, on a aussi une certaine expérience de qu'est-ce qui est nécessaire pour arriver à faire de la science des données et de l'intelligence artificielle, et je vais essayer de vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, si vous êtes là, vous avez sans doute entendu parler de l'arrivée des données massives qui, grâce aux avancées matérielles et scientifiques de ces 10 dernières années, tous ces éléments-là ont fait que ça semble quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de faire parler ces données massives-là et donc d'aller plus loin avec l'IA. Mais c'est pas le seul problème, c'est que si vous vous êtes aussi intéressé un petit peu à ça, vous vous êtes rendu compte que quand on essaie de se plonger vraiment concrètement dans OK, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à faire de la science des données et de l'IA, ben, le champ est large, le champ est très large. Et puis, on peut se poser la question quand on est dans une organisation, finalement, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis, est-ce que l'organisation dans laquelle je suis est prête pour faire de la science des données et intégrer l'intelligence artificielle dans ces processus? Alors, c'est une question légitime, ce n'est pas une question simple à répondre et je pense qu'il n'y aura jamais de réponse oui ou non extrêmement précise, mais aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous présenter quelques éléments, quand même un certain nombre d'éléments qui vont essayer, que j'espère vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, ce que je vais faire dans cette présentation, je vais essayer déjà d'introduire de pourquoi on veut de l'IA finalement. Donc, ça, c'est un des premiers points que je vais aborder. Et puis après, je vais aborder la question de comment on y arrive par l'intermédiaire de la maturité. Alors, la maturité, la maturité numérique, IA, je vais mettre ça donner un peu plus de détails. Et enfin, je terminerai concrètement pour des projets en IA, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça se lie avec tout ce qu'on a dit sur la maturité. Donc, si vous avez un peu suivi, si vous regardez un peu tout ce qui se fait dans l'IA, si vous avez assisté à l'introduction que j'avais faite sur l'IA il y a 2 ans, je pense maintenant, enfin, qui est sur le YouTube de l'idée, j'avais parlé, et vous pouvez le voir dans plein de présentations, que les données massives, on leur associe une valeur qu'on peut essayer d'extraire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette valeur, un peu le détail de cette valeur sous la forme avec cette image-là, une image qui a été faite par Livado, que je remercie beaucoup pour ça, parce qu'en plus, je la trouve extrêmement intéressante. Elle présente, alors elle est basée sur des travaux de Gartner, mais je pense qu'elle présente quand même très bien justement cette notion de valeur et jusqu'où on peut arriver. Alors, la première, on peut voir 3 niveaux de valeur finalement. Le premier niveau, c'est on fait une analyse descriptive des données qu'on a et on essaie de répondre à la question, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé avec les données? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence d'affaires. Vous avez très certainement entendu parler de ça. Dans vos organisations, vous avez très possiblement utilisé déjà ces affaires-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on peut aller un peu plus loin et essayer de répondre à la question, qu'est-ce qui va se passer à partir des données passé, qu'est-ce que va être le futur? Ça, on parle d'analyse prédictive et c'est là que l'apprentissage automatique et toutes les formes d'apprentissage vont arriver, vont aider pour répondre à ces questions-là. Le troisième niveau va un petit peu plus loin encore et va essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour arriver à un certain résultat?
Et là, on parle d'analyse prescriptive, donc on prescrit un peu les actions qu'il faut effectuer. Et ça, c'est plus le domaine de la recherche opérationnelle. Alors, dans cette présentation, je n'irai pas tout à fait jusqu'à l'analyse prescriptive. Les éléments que je vais vous donner concernent principalement l'analyse descriptive et l'analyse prédictive, mais parce que dans l'analyse prescriptive, il y a certaines spécificités que je ne veux pas aborder aujourd'hui. Là, c'est un sujet à part entière, mais tout ce dont je vais parler s'y applique quand même beaucoup. Donc, voilà un petit peu… donc, ce que je vais faire dans cette présentation, c'est que je vais essayer de vous montrer comment je fais pour arriver jusqu'à l'analyse descriptive et l'analyse prédictive. Et c'est ce comment-là, je vais essayer de vous le présenter sous la forme de maturité. Alors, une maturité, je vais vous donner quelques définitions d'un point de vue général, puis après, je rentrerai un peu plus dans l'aspect maturité numérique. Maturité, une des premières définitions qu'on a, c'est Crosby en 1979 qui donne une définition extrêmement générale, traduction libre de ma part. La maturité, c'est l'état d'être complet, parfait ou prêt. Bon, c'est assez général. Il y a une définition un petit peu plus précise, Becker et ses collègues en 2009, qui montre qu'un modèle de maturité représente un chemin anticipé, désiré ou commun finalement, et qui est mesuré par des états discrets. Donc ça, c'est une définition qui est un petit peu plus précise, puis on va voir un peu tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Une autre définition qui est beaucoup plus récente, qui est faite par l'entreprise Bridger, une entreprise québécoise qui étudie un peu ça aussi, que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle est extrêmement simple. C'est une définition qui dit que le degré de maturité numérique, là dans l'occurrence, correspond au niveau où se situe actuellement votre entreprise en matière d'utilisation des technologies de l'information. Et ça, c'est exactement là où je veux vous amener. C'est que dans les notions de maturité, dans la maturité numérique ici qui nous intéresse, on a la notion de mesure, la notion de niveau et la notion d'évolution possible. Et on va voir un petit peu comment ça chemine un peu tout ça pour arriver jusque-là. Alors, petite nuance, et c'est un peu ce que je disais au début, la maturité, ça concerne des éléments qui permettent l'évolution d'une organisation pour accueillir un certain domaine. C'est-à-dire que c'est vraiment concentré sur l'organisation et tout ce qui tourne autour de l'organisation, mais pas exactement sur des détails spécifiques à un projet. On verra à la fin un peu le lien, mais c'est vraiment là, dans cette première grande partie, je vais vous parler d'évolution d'organisation et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'organisation de manière générale. Alors, il n'existe pas une maturité, il existe des maturités. On a un certain nombre d'exemples là-dessus. J'ai pris un article de Santos, Neto et Costa en 2019 qui ont fait une étude sur à peu près 400 articles qui parlaient de maturité en entreprise et ils ont fait une espèce de cartographie et cet élément à gauche, là, le diagramme à gauche vous montre un peu la répartition des différents types de maturité qu'ils ont repérés. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais il y a quand même un élément qui est intéressant, c'est qu'un tiers des études sont faites pour des maturités en génie logiciel ou technologie de l'information. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits et effectivement, parce qu'on en parle beaucoup, et c'est quelque chose que beaucoup de gens se posent comme question. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de travaux. Après, il y a beaucoup des travaux sur les processus, la maturité des processus, la maturité de gestion de projet, de gestion des connaissances, etc. Puis après, dans des secteurs comme l'éducation, le secteur public, l'ingénierie, construction, le médical même, etc. Donc, vous voyez un petit peu, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on étudie la maturité. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plus une question de maturité numérique. Alors, ce n'est pas directement relié un petit peu grâce au génie logiciel, mais
ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu partout finalement, génie logiciel, processus, etc., ressources humaines. Donc, il va y avoir une autre classification que je vais donner qui va être plus sous cette forme-là. Avoir une maturité numérique, ce que je considère comme une maturité numérique, c'est une utilisation du numérique et de l'informatique dans les processus. Donc ça peut être, c'est assez général finalement à partir du moment où vous introduisez du numérique ou de l'informatique dans les processus. Ce que je vais faire dans cette présentation vraiment plus spécifique, c'est vous parler de la maturité IA et données, c'est-à-dire comment on mesure l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans les processus elles-mêmes, dans les processus eux-mêmes. Parallèlement à ça, je le cite parce que c'est quand même, il y a sûrement des gens parmi vous qui sont plus dans ce domaine-là. Parallèlement à ça, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi une maturité de l'industrie 4.0 qui inclut certains éléments effectivement de maturité IA, de maturité de données, mais qui va aussi mesurer l'intégration avec des processus de production industrielle. Donc là, j'en parlerai pas parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont quand même assez réservées à la production industrielle qui a ses spécificités. Mais globalement, voilà un peu le cadre des différentes maturités qui peut exister. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quand on parle de maturité, la première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on mesure et on obtient des niveaux, c'est-à-dire on obtient une espèce de catégorisation de ce qu'on mesure et on parle de niveaux. Alors, très souvent, on va distinguer 5 niveaux. En fait, la majorité des approches distinguent 5 niveaux. D'où ça vient? Ça vient principalement, enfin, un des plus gros modèles de maturité, c'est le Capability Maturity Model Integration, qui a été développé par l'université de Carnegie Mellon, qui a été développé pour les processus. Et eux, ils ont identifié donc 5 niveaux de maturité des processus, à partir du niveau initial où le processus est complètement non prédictible, pas contrôlé, très réactif, pas documenté, rien du tout, jusqu'à un niveau, ce qu'ils appellent optimisation, où là, on a un processus qui est en constante évolution, extrêmement bien pensé, etc. Donc, vous voyez un petit peu ces niveaux-là, et on va les retrouver un peu ce genre de niveau-là dans toutes les études de maturité en intelligence artificielle. Je vais vous présenter tout à l'heure un des éléments, enfin une des études, pas en détail, mais quand même pour donner un petit exemple. Je vais vous présenter tout à l'heure les niveaux de maturité qu'a développé Element AI en 2020. Et eux, ils sont allés un peu dans le même principe, aller du niveau de l'exploration jusqu'à la transformation, donc l'exploration où les gens commencent à découvrir, jusqu'à la transformation où l'IA est intégrée complètement et elle agit directement sur le modèle d'affaires de l'organisation. Pour mesurer un peu ce niveau, on va se simplifier un peu la tâche et on va travailler par domaine. Ça va être ça vraiment le cœur de la présentation. Je vous présente un peu… Alors, on parle de domaine. Moi, je parle de domaine selon les approches. Ça peut être d'autres termes qui sont utilisés, des thèmes, mais en gros, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments majeurs qui sont étudiés. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 7. Ça peut aller entre 3, 4 jusqu'à 5, 6. Moi, je pense que je l'ai volontairement détaillé en 7 grands domaines. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi quand je vais les détailler. Mais globalement, on retrouve à peu près tout le temps ce même genre de grands domaines, même si parfois dans certains travaux, il y a 2 domaines qui sont regroupés ou qui sont intégrés dans d'autres, etc. Donc, on verra tout à l'heure, Element AI, eux, ils en ont aussi 5 et qui se retrouvent tout à fait là-dedans. Alors, donc là, les grands domaines, c'est moi ce que je vous présente, c'est la stratégie, étudier la stratégie de l'organisation, les données de l'organisation, les infrastructures utilisées, l'organisation et la culture,
les processus, les compétences et l'éthique. Alors, tous ces domaines-là sont évidemment interreliés, puis on verra quand je rentrerai un peu dans les détails. Vous allez voir que finalement, il y a certaines choses qui sont mesurées dans certains domaines, mais qui ont vraiment des liens très forts avec une mesure d'un autre domaine. Donc, c'est compliqué un petit peu de voir le lien, mais vous allez voir un peu tout à l'heure comment ça marche. Ici, l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de fournir vraiment un détail explicite de comment on mesure ces choses-là, mais c'est vraiment pour vous donner les éléments importants. Et après, selon les méthodes que vous allez pouvoir rencontrer, les gens vont aller plus ou moins dans certains détails. Mais voilà, je vais vous faire un petit peu un état des lieux général de ce que je pense qui est important pour l'intelligence artificielle, pour utiliser l'intelligence artificielle. Premier élément, la stratégie. Alors, la stratégie, évidemment, j'ai regroupé ça en ce qu'on appelle des variables. En gros, c'est 3 grands éléments du domaine qu'on essaie de mesurer. La première, c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment l'intelligence artificielle et les données sont inclus dans la stratégie de l'organisation. La stratégie pour le marché de l'entreprise. Donc, comment cette stratégie-là est inclue? Également, on peut se poser la question, en deuxième variable, comment l'intelligence artificielle est inclue dans l'architecture d'affaires de l'entreprise. Donc ça peut concerner plus les plus grosses organisations, mais très souvent, il y a des architectures d'entreprise qui expliquent un peu les grands domaines de l'entreprise et comment l'IA est intégrée là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer. De la même manière, on va se poser la question, j'ai parlé d'IA, mais dans la stratégie et dans l'architecture, on peut se poser la question aussi comment le numérique est intégré dans ces stratégies et cette architecture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on se pose comme question. Et enfin, dans la stratégie, il y a un élément important que je pense qui doit être présent, c'est quoi les partenaires que l'organisation a. Alors, comme partenaire, je parle de clients, je parle de fournisseurs, je parle de la communauté autour de l'entreprise et de l'organisation. Et je parle aussi de tous les partenaires académiques qui peuvent aider l'organisation à aller plus loin aussi dans l'utilisation de l'IA. Ce qui est important dans les partenaires, et je vais y revenir aussi un peu plus tard, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'IA a besoin d'hétérogénéité dans le développement pour être efficace. Alors, je vais revenir un peu sur cette notion-là un peu plus tard, mais voilà pourquoi je pense que c'est très important de mesurer ces 3 éléments-là. Et ce que ça mesure, au final, toute cette stratégie, et ça, j'y reviendrai aussi, je vais revenir souvent à ce que je vais dire avant, ça mesure l'implication de tous les niveaux de gestion dans l'utilisation de l'IA. Et ça, on va voir que c'est quelque chose de très important au final, cette implication-là pour que ça fonctionne dans l'organisation. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les stratégies, je trouve qu'il y avait un webinaire que l'ID a donné qui était « Les citoyens au cœur de la transformation numérique » qui a été donné il n'y a pas très longtemps par François-William Croteau, qui parle un peu de ces notions de stratégie et d'implication des gestionnaires. Donc, c'était au niveau municipal, mais je pense que ça s'applique à peu près dans toute organisation. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi ce webinaire-là si vous ne l'avez pas déjà vu. Deuxième élément, les données. Évidemment, les données, un peu le cœur de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être un peu synthétique. Mais j'ai repéré en gros 5 grands éléments qui sont importants pour les données. La première, c'est l'intégration. Comment les données de l'organisation sont intégrées? Est-ce qu'elles sont réparties sur plusieurs systèmes? Est-ce qu'elles sont réparties dans plusieurs directions?
Est-ce qu'il y a de l'utilisation de l'intelligence d'affaires dans votre organisation? Donc, tout ça, ça se regroupe dans les variables d'intégration. Deuxième élément, c'est comment on prend en compte l'ouverture dans les données. Est-ce que votre organisation publie des données? Est-ce que votre organisation utilise des données externes? Est-ce qu'elle utilise des données ouvertes? Tous ces éléments-là, ça va montrer un petit peu un élément qui est quand même important, c'est que l'ouverture des données, réfléchir à l'ouverture des données permet de vraiment bien comprendre et réfléchir aux enjeux qu'il existe dans ces données. Donc, le fait d'ouvrir des données va forcer l'organisation un peu à réfléchir à ces questions-là, et puis on y reviendra quand on parlera des biais, par exemple. Troisième élément, la gouvernance, qui est effectivement liée à la stratégie, mais que j'ai mis dans les données, parce que là, si on parle de gouvernance de données, c'est comment elle est définie, cette gouvernance-là. Est-ce que les propriétaires des données sont identifiés? Est-ce que si on utilise des données ouvertes, est-ce qu'on a conscience des licences d'utilisation? Comment tout ce qui touche aux données est documenté à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la gestion, au niveau opérationnel, et puis comment ces données-là sont couplées avec les processus. Est-ce que on sait quelles données sont utilisées où, etc. et comment tout ça est documenté. Donc, un peu toute cette notion de gouvernance qui est quand même fondamentale dans l'utilisation correcte des données. Quatrième point, la qualité. Ça, je pense que c'est le nerf de la guerre pour faire de l'intelligence artificielle. La qualité, c'est comment on va générer les valeurs manquantes, comment on va gérer les valeurs manquantes, comment on va gérer les données aberrantes, comment on va gérer les données débalancées. Est-ce qu'on a des processus de préparation, de correction des données? Est-ce qu'on fait de l'augmentation de données? Est-ce qu'on a de la connaissance sur la volumétrie, sur la vélocité des données? Tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va avoir une bonne qualité de données. Et si vous voulez avoir des informations encore plus précises sur cette qualité, Jonathan Gaudreau a fait un excellent webinaire à ce sujet-là sur l'utilisation des données et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des choses qu'on n'a pas pensées. Donc, je vous invite aussi à regarder le webinaire de Jonathan. Enfin, dernier point, la collecte, que j'aurais pu mettre en premier, mais que j'ai mis à cet endroit-là, c'est se poser des questions, c'est comment on collecte les données. Est-ce que les données sont collectées dans le but de faire de l'IA ou est-ce que les données ont été collectées avant et qu'elles sont réutilisées? Tout ça, ça va avoir de l'importance après pour le développement des algorithmes. C'est quoi les types de données? Est-ce que je stocke les décisions des experts? Tous ces éléments-là, est-ce que je stocke l'explication de pourquoi les experts ont pris ces décisions-là? Donc, vous voyez un peu tous ces éléments-là dans les données. Et évidemment, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que les données, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est très important de se poser ces grandes questions-là. Troisième élément, l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont les outils de l'intelligence artificielle. De la même manière qu'un menuisier a besoin d'un marteau et puis plein d'autres outils, quand on fait de l'intelligence artificielle, on a aussi besoin d'outils. Et tout ce qui tourne autour du domaine de l'infrastructure, ça va être de mesurer les outils qu'on a. Et alors, j'ai représenté ça en 4 grands éléments. Le premier, c'est les senseurs. Alors, les senseurs au sens large, c'est plutôt tous les outils qui nous permettent de collecter des données. Donc, que ça aille du formulaire web, qu'on peut considérer un peu comme un senseur, donc c'est un outil qui nous permet de collecter des données, jusqu'à un senseur physique, qui est vraiment là quand on travaille au niveau industriel ou autre, une caméra, n'importe quoi. Donc, voilà un petit peu les différents senseurs. Est-ce que des questions qu'on se pose, c'est quoi que j'utilise? Est-ce qu'ils sont adaptés à ce que j'ai besoin? Et quel biais ils apportent? Parce que c'est sûr que les senseurs apportent des biais à un moment donné. Donc, avoir toutes ces questions-là en tête quand on utilise des senseurs. Deuxième élément, les outils logiciels. Finalement, c'est quoi les outils que j'utilise? Ça peut aller d'éléments assez bas niveau avec du Python, du C++ directement, ou ça peut être avec des outils de plus haut niveau qui sont fournis par des éditeurs, par exemple.
les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils s'intègrent facilement dans mon écosystème numérique? Est-ce qu'ils s'intègrent facilement avec mes systèmes patrimoniaux que j'ai depuis une vingtaine d'années avec mes fichiers Excel, par exemple? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser par rapport aux outils logiciels. Le troisième élément, c'est la plateforme, donc qui sont les outils matériels. L'intelligence artificielle a besoin de matériel pour fonctionner, de serveurs de calcul, de serveurs pour stocker des données. Donc, ça peut aller évidemment pour des petites organisations ou des petits projets, aller de l'ordinateur personnel jusqu'à avoir des solutions cloud de Amazon, IBM, Microsoft, Google ou autres. Donc, c'est un petit peu tous ces éléments-là qui peuvent arriver. Et des questions qu'on se pose là-dedans, c'est comment on s'approvisionne par rapport à ces outils, comment on récupère ces outils. C'est important, c'est une question qui devient de plus en plus importante et à mon avis va l'être de plus en plus étant donné les pénuries qu'on a actuellement. Parfois, quand on essaie d'arriver d'acheter des machines, ça prend vraiment du temps à avoir. Donc, c'est toutes des questions. Est-ce qu'elles sont adaptées, ces machines-là? Et on n'a pas besoin d'acheter un GPU à 150 000 $ si on a juste quelques données dans Excel. Ça, c'est sûr que non. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et enfin, dernier élément, les outils de communication. J'ai parlé tout à l'heure de partenariat, d'utilisation des données externes, comment on communique avec les partenaires, comment on récupère les données, comment on envoie les données. Est-ce que mes outils de communication sont adaptés? Donc, en gros, la grosse question qu'il faut se poser là-dedans, c'est est-ce que tout ce que j'utilise comme infrastructure est adapté pour mes besoins d'IA? Alors là-dedans, je n'ai pas parlé de sécurité, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin parce qu'effectivement, c'est un élément très important de l'IA aussi. Autre point, l'organisation et la culture. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier point de s'intéresser à la culture d'entreprise, c'est de savoir s'il y a une culture de collaboration. Je l'ai dit tout à l'heure, l'IA a besoin d'hétérogénéité dans le développement. Donc, on a besoin de collaborer. Donc, la question, c'est est-ce qu'il existe une culture de collaboration entre les affaires et les TI, avec les partenaires, interdirection si vous avez des grosses organisations. Donc, tous ces éléments-là à se poser comme question. Également, en termes de communication, est-ce que j'ai une culture de communication ou est-ce que vraiment chacun garde ses informations pour lui-même? Ça va avoir de l'importance, notamment à la fois en interne pour faire adopter les utilisations d'outils d'IA par les employés, qui peuvent avoir des réticences parfois, mais aussi à l'externe pour dire, regardez, nous, on utilise l'IA de telle manière et que ça permet aussi l'acceptabilité sociale, que je reviendrai aussi dans la partie éthique. La culture de l'incertitude. Ça, c'est un élément important parce que les modèles d'IA ne vous donneront jamais un résultat sûr à 100%. En tout cas, pas du tout avec les méthodes qu'on connaît actuellement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une notion, une culture de l'incertitude et de dire de l'incertitude et de la gestion des risques. Est-ce qu'il y a ça dans mon organisation? Est-ce qu'on sait déjà faire? Est-ce qu'on a déjà fait ce genre de choses? Ça, c'est des questions à se poser aussi au niveau de la culture. Et le dernier élément, c'est la culture de la réactivité. Est-ce que mon organisation permet les corrections rapides? Est-ce qu'on utilise de l'agilité, qui n'est pas une obligation pour l'IA, on est bien d'accord, mais qui montre une certaine ouverture sur la culture de la réactivité et de la collaboration. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui sont importants pour la culture et qui vont nous permettre de mesurer le contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et effectivement, encore une fois, si ça vous intéresse,
vous pouvez aller voir le webinaire de Daniel Gicaron qui parle de ces aspects-là de culture organisationnelle. Bon, il parlait de ça dans l'aspect culture organisationnelle gouvernementale, mais ça peut montrer un petit peu ce qui est nécessaire pour arriver à une bonne culture organisationnelle. Prochain élément, les processus. J'ai parlé au début de la valeur. L'utilisation de l'intelligence artificielle, elle est tout le temps dans un objectif. Elle a toujours un objectif. Et c'est là qu'on va mesurer un petit peu si notre utilisation de l'intelligence artificielle ou ce qu'on veut en faire correspond bien aux objectifs qu'on a. Alors, le premier élément, c'est la valeur ajoutée. Ben, ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a identifié les décisions d'affaires qu'on peut automatiser avec de l'intelligence artificielle ou qu'on peut aider où on peut faire de l'aide à la décision. Finalement, c'est où l'endroit dans mes processus où vraiment on passe trop de temps et des choses qui pourraient être facilement automatisées. Quelle est la valeur ajoutée à automatiser? Et ça touche aussi la deuxième variable qui est est-ce que mes processus d'affaires, ce que je fais dans mon organisation est en phase avec les avancées de l'intelligence artificielle? On sait qu'il y a certaines choses qui marchent mieux que d'autres pour l'instant. Le traitement d'image, la reconnaissance dans les images fonctionne très bien. Si ce que je fais dans mon organisation, c'est ce genre de choses-là, de traitement d'image, ben, on sait qu'il y a un beau potentiel à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, cette question-là d'adéquation entre ce que je fais et les avancées actuelles de l'IA. La collaboration, j'y reviens encore une fois, est-ce que la collaboration est intégrée dans mes processus? Ça, c'est une question importante, mais je pense que cette notion-là revient un peu partout, en fait. Mais voilà, donc vraiment l'intégrer. Est-ce que mes processus vraiment intègrent cette collaboration? Enfin, l'automatisation, ça va toucher un peu plus le processus d'IA en tant que tel. Le processus d'IA qui est de collecter des données, de préparer des données, d'entraîner des modèles, d'évaluer ces modèles, puis de les améliorer. Tout ça, ce processus-là, il nécessite quand même une certaine adaptation. Et là, on se pose la question, quand on mesure la maturité des processus, de savoir est-ce que ce processus d'IA est intégré aux autres processus de développement ou même de processus d'affaires? Et à quel niveau? Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est plus automatique, etc. Donc, si vous voulez avoir des détails sur ce processus-là, ben, je vous invite à revoir un peu le webinaire d'IA 101, l'introduction à l'IA, ou le webinaire IA et données massives, premier tour d'horizon qu'on avait fait à l'ID l'année dernière aussi. J'arrive dans les deux derniers domaines, le domaine de la compétence. Alors, j'ai noté compétence, mais j'aurais pu noter domaine des employés. Un élément qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'humain dans l'utilisation de l'IA est fondamental. Ne jamais oublier que les employés qui vont utiliser l'IA, c'est eux qui vont le développer, c'est eux qui vont l'utiliser. Et il y a un certain nombre de questions à se demander par rapport à eux et par rapport aux compétences qu'il y a dans l'organisation. C'est quoi la mesure de maturité par rapport à ça? Donc, le premier, c'est l'intérêt. Est-ce que les employés, les personnes ont manifesté un intérêt à utiliser l'IA? À quel niveau? Est-ce que c'est juste un simple intérêt discuté à la machine à café ou est-ce que ça va jusqu'à la mise en place de communautés de pratique? Ça va jusqu'à ça peut aller même encore plus loin. Donc, vous voyez, on peut mesurer un peu l'intérêt général des employés à l'utilisation de l'IA. Deuxième élément, les connaissances. C'est quoi les connaissances disponibles sur l'intelligence artificielle dans l'organisation? Chez qui elles se trouvent? Est-ce que c'est justement juste la gestion qui connaît l'IA?
Est-ce que c'est juste les architectes? Est-ce que c'est les développeurs? Est-ce que c'est les personnes du domaine d'affaires? Est-ce que c'est la communication? Où est-ce qu'elle se trouve la connaissance d'IA et les différentes connaissances qu'il peut y avoir aux différents niveaux? Est-ce qu'elle est uniformément répartie? Est-ce qu'il y en a une personne qui connaît tout sur l'IA puis les autres ne connaissent rien, ou est-ce que tout le monde connaît un peu l'IA? Donc, vous voyez, c'est tous des éléments importants à se poser comme question pour mesurer ce genre de maturité. Troisième élément, si on n'a pas l'expertise en interne, et très certainement personne n'a toute l'expertise en interne pour faire de l'IA, comment on va acquérir de l'expertise? C'est quoi les stratégies d'acquisition? Est-ce qu'on est capable d'embaucher des gens? Peut-être un petit peu plus difficile en ce moment. Est-ce qu'on peut aller voir vers la consultation? Est-ce qu'on sait vers qui se diriger? Donc, c'est toutes ces questions-là un peu qu'il faut se poser. Si on veut qu'il y ait des compétences en interne, il y a le quatrième élément qui est la formation. La formation, c'est quelle formation on peut offrir aux employés, quelle est à différentes catégories d'emploi. Donc, finalement, toutes les questions de formation, est-ce que, et là, je vais revenir aussi un peu à l'éthique, est-ce qu'on intègre tous les éléments, tous les domaines, finalement, de l'intelligence artificielle dans la formation et que ça ne soit pas juste des formations techniques. Donc, un peu tous ces éléments-là à réfléchir. Enfin, je parle quand même des stratégies de rétention. On se pose la question parce qu'en ce moment, on est dans un cas particulier et ça touche malheureusement pas juste l'intelligence artificielle, mais on est quand même dans un moment où la main-d'œuvre est un peu moins disponible. Donc, se poser la question de quelle est ma stratégie de rétention des employés et pour garder les compétences en interne finalement. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas dit, mais pourquoi on parle aussi de formation et pourquoi on parle de toutes ces notions de compétences? C'est parce que l'IA est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Et donc, il faut bien penser aussi que si on fait une formation tous les 5 ans, il y a des chances qu'on soit largué assez vite. Donc, c'est toujours vraiment une formation continue à prendre en compte. Dernier élément de mesure de maturité, ça fait j'imagine, beaucoup de choses à intégrer, là, mais je pense que vous pourrez revoir la présentation aussi un peu plus tard, c'est l'éthique. Je l'ai mis explicitement comme un domaine. Dans beaucoup de travaux de maturité, l'éthique est intégrée un peu partout. Moi, je pense que c'est important de mesurer l'éthique de manière explicite justement pour avoir une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça, il y a plusieurs éléments à mesurer. Alors, je pense qu'il y en a encore plus que ce que je vais vous montrer là, mais il y a au moins ces éléments-là à prendre en compte. Donc, la première des choses, c'est la confidentialité. Et ça, écoutez, j'en ai pas trop parlé lors des infrastructures, mais c'est comment on gère la confidentialité des données, comment elles sont sécurisées sur notre infrastructure. Donc, un peu tous ces éléments. Est-ce qu'on a mesuré vraiment le niveau de confidentialité qu'on a besoin dans les données? Je ne sais pas exactement ce qui va être dit dans le prochain webinaire, mais je pense que le prochain webinaire de l'idée va aussi vous parler de ça. Deuxième élément, comment sont traités les biais? J'en ai parlé encore tout à l'heure, la notion de partenariat, d'hétérogénéité. Ces éléments-là permettent de diminuer un petit peu les biais. C'est-à-dire, on va se poser des questions. On sait qu'il va y avoir des biais dans les données, on sait qu'il va y avoir des biais cognitifs à cause des personnes qui vont développer l'intelligence artificielle ou qui vont l'utiliser. Donc, c'est très important d'avoir une équipe hétérogène pour développer des modèles d'IA où les gens vont être capables d'aller voir des choses que les autres n'ont pas. C'est une très mauvaise idée de faire développer l'IA juste par des informaticiens.
Troisième élément, le consentement. Lorsqu'on utilise des données personnelles, ben, écoutez, se poser la question de comment est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données-là. Il y a une loi sur la protection des données personnelles qui détaille un petit peu ces éléments de consentement. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais si on utilise des données qui ne sont pas des données personnelles, ça peut arriver. Est-ce qu'on a des licences pour les utiliser? Donc, c'est un peu toutes ces questions-là à se poser. Quatrième élément, les procédures éthiques. Quand ça va mal aller, parce qu'il y a très certainement un moment où, surtout si vous utilisez des données personnelles, ça ne va pas bien se passer, ou ça va moins bien se passer, on va dire. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on a prévu des procédures pour corriger des problèmes qu'on n'aurait pas vus a priori? Donc, tout ça, c'est une question qu'il faut se poser, qui est très importante parce qu'on sait que l'IA peut avoir des effets vraiment, vraiment négatifs, surtout quand on utilise des données personnelles. Et enfin, la dernière chose, c'est la notion d'explication et qui touche un peu la notion d'acceptabilité sociale. C'est est-ce qu'on est capable d'expliquer les décisions de nos intelligences artificielles? Est-ce que déjà on a utilisé des modèles qui le permettent, l'explicabilité ou l'interprétabilité? Il y a des domaines où c'est absolument obligatoire pour l'instant, je pense au milieu des assurances, mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour n'importe quel domaine finalement. Donc voilà un petit peu, ça fait le tour des différents éléments qui sont importants pour avoir une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, un peu plus rapidement, mais une fois que finalement on a mesuré toutes ces variables, là, il y en a vraiment beaucoup, là, mais une fois qu'on a mesuré tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, en fait, on est capable de dire, par un certain calcul dont je ne détaillerai pas, mais je vais vous donner quelques éléments quand même un peu ici, c'est qu'on est capable de mesurer une maturité par domaine à partir des valeurs des variables et on est capable de mesurer une maturité globale. Vous allez comprendre un peu ça quand je vais parler de résultats d'éléments de AI juste après. Mais voilà, on a ces différentes maturités. Donc, on peut connaître la maturité globale d'une organisation et la maturité par domaine. À droite, vous avez un exemple de maturité qui a été fait, donc de genre de résultats qu'on peut obtenir. Vous voyez, une organisation peut savoir à quel niveau elle se situe dans les différents domaines. Et là, donc c'est ça. En fait, ces mesures-là se font donc comme il y a plusieurs manières. La première, la plus simple, c'est on fait un score par variable et puis on fait juste des sommes tout simplement. Ou alors on peut intégrer et ça c'est beaucoup plus intéressant, on peut intégrer des éléments, des connaissances des experts, donc en intégrant des poids, donc certaines variables sont plus importantes que d'autres, ou en utilisant des méthodes un peu plus complexes comme des procédures hiérarchiques d'analyse multicritères, peut-être que certains connaissent un peu ça. On peut faire des comparaisons discrètes, donc avec des exemples typiques d'organisation mature ou pas, où on peut utiliser de la logique floue. Il y a différentes méthodes, mais la majorité des méthodes quand même utilisent des scores, souvent avec des poids en fait. Donc c'est un petit peu les différentes manières de faire. Je voulais quand même vous présenter rapidement les travaux d'Element AI que je trouve vraiment intéressants. Ils ont fait en 2020, ils ont présenté un papier, enfin un rapport finalement sur un framework de maturité d'intelligence artificielle. Il a quelques éléments qui sont malheureusement pas assez décrits notamment la méthodologie me semble pas suffisamment détaillée, mais les résultats sont quand même intéressants. Donc, en fait, eux, ils ont considéré 5 domaines, la stratégie, les données, la technologie, les employés et la gouvernance, qu'ils appellent gouvernance, mais qui en réalité est l'éthique. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait au domaine que je vous ai présenté, sachant que moi, j'en avais 2 de plus, mais qui sont intégrés directement. Les processus sont intégrés dans la technologie, je pense, et
la culture est intégrée dans les personnes. Donc, vous voyez un petit peu, un questionnaire, c'est un questionnaire très simple, mais qui a permis quand même de récupérer des informations sur 200 entreprises en Amérique du Nord. Ils ont posé ces questions-là à des entreprises et puis ils ont essayé de mesurer un peu le niveau de maturité et ils ont montré pour chaque niveau de maturité finalement où étaient situées les entreprises dans chacun des domaines. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a les deux résultats qu'on peut voir, c'est la première, ben, il y a un certain lien entre les différents domaines, c'est-à-dire qu'il y a rarement des domaines qui sont très avancés alors que les autres ne le sont pas. Si on est dans le niveau de maturité d'exploration, ben, tous les domaines vont être quand même assez bas en termes de score. Il y a des exceptions évidemment, hein, mais globalement, c'est quand même assez corrélé entre les domaines et le niveau de maturité générale. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'autre élément qui est important et qu'ils se sont rendus compte, c'est que la stratégie, le score de stratégie est toujours l'élément qui va pousser, plutôt qui va tirer l'entreprise vers un plus haut niveau de maturité. Parce que, et c'est ça qu'ils se sont rendus compte, et c'est ça que je disais tout au début, l'implication des gestionnaires va faire en sorte que c'est ça qui va faire, un des éléments qui va faire en sorte qui vont tirer un peu l'entreprise vers le plus haut niveau de maturité. Donc, je vous recommande quand même d'aller voir un peu ces travaux, même si c'est pas. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir ces résultats pour le Québec ou pour le Canada, mais là, ça concerne un peu l'Amérique du Nord, donc on n'a pas trop d'informations de qui sont les entreprises qui ont été interrogées. Pour finir, deux éléments assez rapidement quand même. Tout ce que j'ai parlé, c'est quand même assez haut niveau. Et puis, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez plus d'éléments un peu plus formels, il existe des normes ISO, de plus en plus de normes ISO qui touchent un peu tout ce que je viens de parler. Donc, des normes sur la gouvernance des données, la qualité des données, les gouvernances TI, données massives. Et il y a tout un catalogue autour de l'IA qui est en train d'être validé par l'ISO. Donc, les processus ne sont pas encore très avancés, mais ça s'en vient, notamment par exemple des processus, des cycles de vie de systèmes IA, l'évaluation, la qualité de l'évaluation des guides pour évaluer les systèmes IA, etc. Donc finalement, il va y avoir un certain nombre de normes qui vont sortir, mais c'est en cours de validation. Et les deux autres éléments que je vous recommande d'aller lire, c'est évidemment les principes de l'OCDE sur l'intelligence artificielle et les principes également de l'Union européenne. Donc, j'ai mis un peu les liens un peu plus loin, mais je pense que c'est des choses intéressantes à lire pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, je l'ai dit au début, pour mes projets, je fais quoi? Ce que j'ai dit au début, c'est que la maturité organisationnelle ne permettait pas directement de dire pour mes projets, qu'est-ce que je fais. Mais je vais quand même essayer, avec l'expérience qu'on a un peu à l'idée, je vais essayer de vous montrer quelques éléments rapidement, des points importants à regarder pour un projet en particulier. Alors, pour un projet en particulier, évidemment, il va falloir s'intéresser aux objectifs. C'est quoi l'objectif de mon projet? Comment je mesure que mon projet est un succès ou pas? C'est quoi les solutions qui existent pour résoudre le problème actuellement? C'est quoi les solutions d'autres solutions qui pourraient exister? J'en ai parlé tout à l'heure, mais la collaboration, avec qui je peux collaborer hein, en termes de fournisseurs, en termes de partenaires académiques, par exemple, si j'ai besoin. À qui je peux collaborer pour résoudre ce projet-là? C'est quoi les enjeux éthiques? Donc, un peu toutes les questions que j'ai posées, mais spécifiques à ce projet-là. Est-ce qu'il existe des problèmes comparables? Parce que souvent, en IA, on va aller chercher des solutions qui ont été faites pour des problèmes comparables et on va essayer de les ramener pour voir si ça marche bien avec nos données et sur notre problème en tant que tel. Et évidemment, toute l'implication de ressources, planification budget, je l'ai dit, c'est quoi l'implication de la gestion dans tout ce processus-là, et c'est vrai aussi au niveau des projets. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi l'outil de l'incidence algorithmique gouvernement du Canada qui est plus spécifique pour les projets, qui pose vraiment des questions spécifiques à un projet et qui vraiment
principalement au niveau des enjeux éthiques, mais aussi sur d'autres éléments, va vous permettre de cheminer un peu plus sur ce que vous pouvez faire pour vos propres projets. Donc, en conclusion, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour l'IA maintenant? La réponse, je ne l'ai pas, mais une chose que je peux être sûr, c'est que vous êtes plus prêt pour l'IA que ce que vous étiez il y a une heure. Parce que vous avez déjà appris des choses, vous êtes posé des questions, et donc cet élément c'est déjà un début de réponse à cette question-là. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand on mesure un peu la maturité pour l'IA, où on se demande est-ce que je suis prêt, ben, il y a différents domaines à évaluer et à améliorer dans son organisation. Je pense qu'il n'y a aucune organisation qui ait un score parfait, donc il y a toujours des choses à améliorer. Et effectivement, et en plus, il y a des éléments spécifiques pour la réussite de vos projets dont j'ai parlé juste à présent. Donc, je laisse rapidement quelques références que vous pourrez aller consulter. Et puis, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez